Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sous l'angle des marchés, bien sûr. Nous en parlons ce soir sous l'angle de la gestion d'actifs et de ce que l'IA apporte aujourd'hui à l'industrie de la gestion d'actifs et aux sociétés de gestion. C'est François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS, qui est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Donc en quelques mois, en un an à peine, tout le monde est devenu spécialiste de l'IA avec l'avènement de l'IA générative, qui est une nouvelle brique technologique, on va dire, en tout cas un nouvel usage de l'IA. ChatGPT, novembre 2022, je crois qu'on a tous un peu le calendrier en tête. Et donc tout un vocable qui inonde aujourd'hui nos actualités. Si on essaye de donner ou redonner peut-être les caractéristiques de l'IA, qui n'a pas été inventée avec ChatGPT, je le rappelle, François, qu'est-ce qui définit pour vous l'intelligence artificielle de la manière la plus simple et de la manière la plus transparente et claire pour tout le monde? Oui. Merci d'abord Grégoire de m'avoir invité. Effectivement, l'intelligence artificielle dont on parle à longueur de temps aujourd'hui, en fait tout simplement c'est un programme qui cherche à imiter l'intelligence humaine en utilisant des algorithmes de calcul. Son but en fait c'est imiter le fonctionnement, ou en tout cas le résultat que pourrait donner un cerveau humain. Et aujourd'hui, l'IA, vous l'avez dit, c'est un terme un peu fourre-tout qui sert globalement à désigner tout ce qui est relativement complexe, qui, jusqu'à un temps très récent, était un peu l'apanage de l'être humain. C'est des choses comme communiquer avec des clients via des chatbots, ou bien encore jouer aux échecs. Et le terme, aujourd'hui, il est utilisé souvent de manière un peu interchangeable avec machine learning, avec deep learning, un peu des termes comme ça. Il y a cependant des différences assez importantes qu'il faut, je pense, comprendre avant de détailler un peu les applications que peuvent avoir l'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles pour la gestion d'actifs. Le machine learning, tout simplement, en fait, c'est axé sur la création de systèmes qui apprennent ou qui s'améliorent en regardant, en étudiant un nombre important des données qu'ils traitent. Donc, la machine learning, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas au machine learning. Ouais. Et puis pour revenir sur ce qui fait le buzz depuis novembre 2022, bientôt un an, c'est l'intelligence artificielle dite générative. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle, donc des algorithmes qui en fait créent du contenu, créent du texte, créent des images, créent aussi du code, même si on en parle moins, mais ça a des implications très importantes pour l'ensemble de l'industrie, du jeu vidéo par exemple, mais de la gestion d'actifs aussi. Donc à retenir, l'intelligence artificielle, elle crée du contenu quand elle est générative. Et l'intelligence artificielle, elle n'est pas seulement générative. L'intelligence artificielle, elle peut avoir d'autres fins. C'est par exemple aider pour des assistants pour faire de la conduite de voitures autonomes ou bien encore pour prendre des décisions. Et puis le dernier volet, on entend beaucoup le mot conversationnel, effectivement, lié à l'intelligence artificielle générative. C'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler, mais c'est ça qui fait qu'on en parle énormément aujourd'hui. C'est tout simplement la capacité qu'on peut avoir avec un Bard, avec un ChatGPT, à poser une question en français et à recevoir une question en français, un français grammaticalement et syntaxiquement parfait. Si on en vient aux usages, alors, dans le monde de la gestion d'actifs, à commencer par le métier principal des sociétés de gestion, qui est d'investir ou de gérer des actifs pour le compte des clients. Si on est dans la dimension investissement, quels sont les usages, déjà en place aujourd'hui pour votre industrie et pour une société de gestion comme la vôtre, François? Oui, c'est vrai que la gestion d'actifs, en fait, ça constitue un terrain de jeu, je dirais, presque idéal pour l'intelligence artificielle. Parce que par nature, c'est un monde dans lequel on utilise énormément de données. Bien sûr. Et les données, c'est vraiment l'or noir de l'intelligence artificielle. Alors les applications possibles dans l'investissement spécifiquement dit, elles sont nombreuses, autour de la détection de signaux par exemple, autour de la construction, l'optimisation de portefeuilles, ou bien encore autour du trading. Alors si je commence par le trading, parce que c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une composante essentielle du trading algorithmique. Un cas d'usage utilisé régulièrement, c'est tout simplement essayer de minimiser des coûts de transaction tout en pouvant réaliser l'opération dans un délai de temps défini. Et ça se fait grâce à des techniques d'apprentissage par renforcement utilisées depuis de nombreuses années par des hedge funds spécialisés. Ouais. Deuxième élément, c'est vraiment un peu le cœur du métier, c'est la construction, l'optimisation de portefeuille. Pour ça, il existe des techniques classique, on va dire, de construction de portefeuille, et l'intelligence artificielle pourrait améliorer encore ces techniques pour permettre d'optimiser
la construction de portefeuilles. Après, on n'en est pas encore là. Si on regarde un robo-advisor, un des plus grands robo-advisors américains, qui a justement essayé de travailler sur ces techniques en essayant de changer la façon de construire ses portefeuilles, il a annoncé récemment qu'il allait abandonner l'intelligence artificielle pour l'optimisation de ses portefeuilles. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? La raison est assez simple, c'est-à-dire que quand il y a eu ce qu'on appelle le use case, donc les tests, finalement les données qui étaient utilisées pour la construction et l'apprentissage du modèle, dans ce jeu de données, on va dire dans ce monde défini, le modèle se comportait mieux que les modèles classiques. Mais quand finalement il a été lâché dans le grand bain, il a été un peu utilisé dans le monde réel, et bien là, on s'est rendu compte que les portefeuilles construits étaient moins performants que des portefeuilles construits avec des techniques classiques. Donc on voit du potentiel, mais pas encore forcément des concrétisations. En tout cas, elles ne sont pas immédiates, elles ne sont pas faciles. C'est ça. Il y a des limites. On y reviendra, mais la limite aujourd'hui des usages et des applications issues de l'intelligence artificielle. Et puis il y avait la détection de signaux, comme vous dites, François. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que l'IA vient apporter à ça? Ça, je pense que c'est le plus intéressant pour une utilisation, une diffusion large des techniques d'intelligence artificielle. On a par exemple, nous travaillé avec une fintech qui utilise ce qu'on appelle du NLP, c'est-à-dire du traitement de langage naturel combiné avec du deep learning pour en fait pouvoir nous aider à détecter des indices de fraude. C'est-à-dire, pour faire ça, étudier en détail, de façon automatique, tous les rapports comptables qu'on peut trouver sur Internet concernant une entreprise pour détecter des tendances, des patterns qui seraient peut-être révélateurs d'une fraude et qui finalement font sonner un buzzer, si vous voulez, et qui ensuite forcent les analystes ou les incitent à aller regarder plus en détail cette entreprise. Voilà. Et on travaille là, c'est tout nouveau, parce que l'IA générative c'est plus récent, on travaille là sur une utilisation de l'IA générative pour être capable de générer assez rapidement ce qu'on appelle une fiche société, c'est-à-dire la description d'une société qui utilise des données publiques, qui utilise aussi nos propres données, et puis aussi ce qu'on appelle le bruit médiatique disponible pour avoir aussi un sentiment sur l'appréciation donnée par les marchés, donnée par les réseaux sociaux sur l'entreprise en question. Vous fonctionnez, alors société de gestion, c'est une société qui a des opérations comme n'importe quelle autre société. De ce point de vue-là, si on met de côté la partie marché, la partie investissement, François, qu'est-ce que l'IA apporte dans l'efficacité de fonctionnement d'une société, quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence celle que vous présidez, Arkéa IS? Oui, c'est vrai, il y a l'investissement, je viens d'en parler, et il y a aussi tout ce qui est un peu connexe à l'investissement. Là, il y a des sujets qui concernent toutes les industries qui sont évidents autour de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, autour de un peu l'optimisation de parcours utilisateur ou d'interface client, ou bien encore tout simplement de la conformité, qui est quelque chose vraiment central pour évidemment tout ce qui est l'industrie financière. Alors sur l'efficacité opérationnelle, c'est des choses simples. On a des algorithmes de machine learning qui existent, qui peuvent permettre d'automatiser des tâches répétitives. C'était déjà fait avec des systèmes plus déterministes, mais là ça aide à être encore plus performant. Et puis sur interface parcours utilisateur, finalement avoir une meilleure connaissance du client possible grâce à l'IA, ça permet de développer des produits, ça permet de développer des services pour que le client perçoit encore plus la valeur ajoutée, et puis aussi pour le fidéliser. Là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est beaucoup plus aujourd'hui un peu l'apanage d'un distributeur. Il ne faut pas oublier qu'en gestion d'actifs, on est en B2B2C, donc très souvent on est en partenariat avec des distributeurs qui adressent le client qui sont face au client retail. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui. On regarde par exemple les robo-advisors. Les robo-advisors, certains sont à la fois sociétés de gestion et en même temps distributeurs directs, parce qu'ils adressent en direct des clients via Internet. Et on voit que les efforts d'investissement autour de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus sur la fonction de distribution, optimisation des parcours que sur l'investissement. Que construction de portefeuille, c'est ce que vous disiez effectivement avec l'exemple du robo-advisor américain. Sur la partie compliance sur la partie compliance, tout simplement, les techniques d'IA, j'en ai parlé un tout petit peu, mais elles permettent en théorie de détecter des fraudes de façon beaucoup plus robuste et puis satisfaire aux exigences de conformité. Donc ça, nous, on le fait. Et puis on voit aussi que les agences de régulation, les organismes en charge, s'y sont mis. La SEC aux États-Unis, elle a fait ça, utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour être plus efficace, pour débusquer des fraudes comptables. Et puis en France, l'AMF, elle a également construit son propre outil de régulation sur lequel elle commence à appliquer des modèles de machine learning pour détecter les opérations suspectes. Il ne faut pas oublier, l'AMF, j'ai un chiffre qui date un peu, même 2021, mais la base ICY de l'AMF en 2021, c'est 110 milliards de lignes. Donc on voit bien à quel point ce genre de matière brute se prête à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour débusquer
des fraudes ou des opérations suspectes. Au-delà de l'enthousiasme qui a été généré, encore une fois, par l'avènement du GPT, de l'IA générative, quelles sont les limites à ce stade sur le plan professionnel, sur le plan de la gestion, sur le plan de l'efficacité d'une entreprise? Où est-ce qu'on n'est pas encore à l'aise avec les usages de l'IA, par exemple, François? Oui, on voit qu'il y a un terrain de jeu ou un potentiel vraiment énorme, mais vous avez raison, et c'est à mon avis critique de poser cette question. Quelles sont un peu les limites? Quelles sont les choses qu'il faut vraiment regarder attentivement? Il y en a un, le premier, il n'est pas spécifique à l'IA, c'est tout simplement la qualité, l'intégrité des données. C'est le fameux garbage in, garbage out qui s'applique pour tous les modèles. Dès qu'on a un jeu de données qui derrière est transformé pour fournir des informations, si le jeu de données est faux, forcément, si c'est vicié, ça ne marche pas. Dans l'intelligence artificielle, c'est encore plus complexe, car il y a un peu un effet souvent boîte noire, j'y reviendrai, qui rend beaucoup plus difficilement explicable les données fournies en sortie. Donc il s'agit en premier lieu d'être certain de la qualité des données en entrée. Donc le deuxième effet, c'est le côté black noir, c'est ça? Voilà, celui-là, c'est je pense le plus problématique. C'est tout ce qui est autour de l'opacité, tout ce qui est autour de la complexité. On a en fait des modèles d'IA qui peuvent prendre des mauvaises décisions basées sur des déductions incorrectes. Ou bien encore plus, et là on le voit vraiment dans l'IA générative, c'est produire du contenu qui tout simplement est faux. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hallucination des modèles. Là c'est vraiment une nouveauté de l'IA. Je pense qu'il ne faut pas oublier comment fonctionne l'IA générative. Je prends cet exemple parce qu'il est important. L'IA générative, on a l'impression que ça fonctionne comme un cerveau humain. Je pose une question en français, on me répond en français, c'est quasiment comme si j'interagissais avec vous sur un plateau ou avec et parfois dans un meilleur français même qu'une personne humaine. C'est parfait. Mais il ne faut pas oublier, l'IA générative, ça fonctionne en fait de façon très différente. Je trouve qu'il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est de dire l'IA générative, c'est un perroquet stochastique, un perroquet probabiliste. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que comment ça fonctionne? Un mot qui va être fourni par un Bard ou un chat GPT dans une réponse, comment est-ce qu'il est produit ce mot? En fait, il y a une analyse de la probabilité qu'on a d'avoir ce mot qui suit le mot d'avant dans le contexte de la question. Donc finalement, le contenu, il semble avoir du sens, mais c'est surtout notre cerveau qui, en lisant les paragraphes, lui donne du sens. Le modèle qu'il a construit, il n'a aucun sens au mot qu'il fournit, c'est uniquement de la probabilité. Ça veut dire que ça va peut-être réduire la nécessité d'un contrôle humain, mais quand il y aura besoin de contrôle, ce contrôle-là, il devra être plus fort que jamais, d'une certaine manière. Moi, je pense que ça va augmenter la nécessité de contrôle humain. C'est-à-dire que ça va ouvrir un champ des possibles énorme, mais on voit bien qu'il est indispensable d'avoir un contrôle très précis. Parce qu'en plus, l'intelligence artificielle générative, elle est extrêmement assertive. Certaines fois, elle dit « je ne sais pas ». D'ailleurs, elle peut affirmer des choses, bien sûr. Mais par contre, elle affirme des choses, comme vous l'avez dit, bien écrites, qui ont toute l'apparence de la réalité, mais c'est complètement faux. Et ça, c'est très difficile à détecter, parce qu'on ne sait pas exactement, justement, comment le modèle a fonctionné pour arriver à produire le contenu qu'il a produit, que ce soit du code, une image ou bien encore du texte. Merci beaucoup François. Merci d'être venu nous éclairer sur ces enjeux industriels pour le monde de la gestion d'actifs, l'intelligence artificielle, effectivement. Et tout le monde est en train de regarder ces sujets sur le plan industriel également, pas que sur le plan de l'investissement et sur les marchés. François Deltour qui était avec nous, le président du directoire d'Arkea IS, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci.